Couvert d'honneurs, de prix, de titres, ivre d'interviews, las de courir la planète. C'est ici, dans ces collines non loin de Rimini, qu'Umberto Eco se réfugie l'été, avec son épouse et complice Renate Ramgay. Ils habitent un ancien couvent jésuite, doté de 40 pièces et 40 portes. Et c'est ici que je suis venue écouter Umberto Eco, pour qui le seul plaisir de raconter des histoires l'emporte sur tout le reste. L'origine immédiate de mon nom est très claire. Mon grand-père, paternel naturellement, était un enfant trouvé. Et à l'époque, je crois aussi aujourd'hui, aux enfants trouvés, le nom était donné par un employé de la mairie. Et parfois, il y avait des employés sadiques qui donnaient des noms affreux. Et on reconnaissait immédiatement l'enfant trouvé parce qu'il avait un nom presque obscène. Et cet employé-là a eu l'idée de donner ce nom-là, Eco. Et on s'est toujours demandé pourquoi. Enfin, c'est le nom d'une nymphe de la mythologie. Comment on pouvait y avoir un employé de la mairie si cultivé et avec des tendances si poétiques. Un collègue à moi qui travaillait dans une bibliothèque du Vatican sur des textes anciens a trouvé une liste de logos faits par les jésuites qui étaient des noms qu'on donnait aux enfants trouvés. Un de ceux-là, c'était Eco, qui voulait dire ex celis oblatus, c'est-à-dire donné par le ciel ou par les cieux. Donc l'origine de mon nom, qui est pas mal, l'idée d'avoir été donné par le ciel plutôt que par l'enfer, c'est pas mal. Mon grand-père paternel, il était typographe. Et lorsqu'il était allé en retraite, évidemment, pour faire quelque chose, il reliait des livres. Lorsque j'allais le visiter, je me promenais un peu dans l'appartement et je voyais des piles de livres à relier. Et c'était tous des livres du 19e, et des choses à la Dumas, comme ça, avec toutes ces gravures, ces illustrations. Donc je commençais à rêver sur ces choses-là. Cette exploration dans la littérature populaire. D'autre côté, il y avait ma grand-mère maternelle, une femme absolument sans culture, une lectrice farouche. Il était abonné à une bibliothèque publique. Il avait toujours la maison pleine de livres. Et elle me prêtait tous ces livres à lire après. Donc, à 11 ans, 12 ans, je lisais de la grande littérature romantique. Mais dans la maison, il y avait seulement une petite quantité de livres dans un meuble, pas tellement. Je n'ai pas vécu dans un milieu comme ça. J'ai commencé à constituer ma petite bibliothèque moi-même. Ça ne t'a pas perturbé de ne pas savoir d'où tu viens? Mais tu sais, avant tout, il y a toujours l'idée qu'on va découvrir un jour ou l'autre que je suis le dernier descendant de l'empereur d'Orient, et donc j'ai droit
au trône de Byzance, et ça, c'est pas une mauvaise perspective. Et de l'autre côté, c'est l'orgueil d'être l'initiateur d'une dynastie. Mon père, il était le premier des 13 fils. Moi, j'étais le premier fils de mon père. Mon fils Stéphane était le premier fils à moi. Et Emmanuel a été le premier fils à Stéphane. Donc Emmanuel, par des raisons dynastiques, peut devenir le nouveau empereur d'Orient. Après plus de 30 ans d'amitié, Umberto reste toujours énigmatique et insaisissable. Je l'avais connu médiéviste, sémioticien, universitaire brillant. Son émergence comme romancier a été assez imprévisible, et rien ne laissait soupçonner le succès colossal de son premier roman, Le nom de la rose, qui sera adapté au cinéma. Un jour, il vient me trouver une amie qui travaillait pour un petit éditeur. Elle m'a dit, j'ai eu une idée de demander à une série de personnes qui ne sont pas des écrivains, mais des politiciens, des sociologues, des philosophes, d'écrire chacun un très court polar. J'ai dit, et si je devais écrire un polar, il sera de 500 pages, il se passera au Moyen-Âge dans un monastère. Alors elle m'a dit, ah non, évidemment, c'est pas ça que j'ai cherché, merci. Et je suis rentré chez moi et j'ai commencé à écrire des noms de moines. De moines? Moines. Comme ça. Et à faire des petits dessins. Ça veut dire que depuis quelque temps, j'avais, sans le savoir, cette espèce d'envie de raconter une histoire. Et voilà, peu à peu, la première idée qui m'est venue est comment empoisonner un moine. Monstrante scriptura quia, in multiloquium non effugetur peccatum. Mon premier roman ne pouvait être qu'un polar. C'est pas par hasard que j'ai situé toute l'histoire dans un monastère, parce que dans la tradition anglo-saxonne, the murder is in a vicarage. C'est dans un vicariat, dans une église, pour dire que c'est essentiel pour un bon polar qu'il se passe dans un milieu ecclésiastique. C'est évident, parce que c'est plus, les soupçons sont plus intéressants. Je suis parti d'une image poignante. C'était l'image d'un moine qui lisait sur un lutrin un livre à un certain point tombé empoisonné. Cette image m'a fait partir. J'avais un ami qui s'occupait de chimie et je lui demandais comment empoisonner quelqu'un. Il m'a envoyé une lettre que j'ai détruite parce que j'ai dit un jour ou l'autre, un ami, ma femme, quelqu'un à côté de moi meurt, on trouve cette lettre, j'ai fini en prison et c'est fini. Avant même de commencer à écrire, Umberto a besoin de construire son monde. La forme extérieure du château, j'avais pris des formes de châteaux qui existaient, le Castello Ursino de Catania, Castel del Monte, qui m'a inspiré beaucoup, Cluny. J'avais fait une série de preuves, l'une différente de l'autre, pour les labyrinthes de la bibliothèque, qui après n'était pas comme ça. Évidemment, il est devenu, voilà, plutôt comme ça. Donc, j'ai commencé
seulement vers les 48 ans, à écrire un roman. Tous m'ont demandé, mais pourquoi? Je dis, c'est l'âge où le monsieur s'échappe avec une danseuse dans la mer du Sud, et moi j'écris un roman. Déjà adolescent, Umberto Eco était un fervent lecteur de romans policiers. J'ai découvert qu'une grande partie de son travail de fiction devait son originalité à la tradition littéraire du polar. Là, il y a tous les Maigret, là, il y a tous les Neo Wolfe, là, il y a tous les Agatha Christie, là, il y a tout San Antonio, là, il y a tout, c'est pas, Edgar Wallace, tous les autres. Ah, on continue. La popularité des polars est due au fait qu'ils répondent à une nécessité profonde de nous-mêmes qui est la même que la nécessité religieuse. C'est pas par hasard que les Anglais appellent le polar le whodunit. Qui a fait ça? Or, la grande question métaphysique est qui a fait ça? Il y a quelqu'un qui a fait le monde ou qui est le coupable de tout ce qu'il y a là? Et c'est la même question du polar, au moins du polar traditionnel. Tous les légumes, au clair de lune, étaient en train de s'amuser, et les choux-fleurs s'est trémoussé. Tu serais capable de décrire chacun de tes romans en une seule phrase? Le nom de la rose, c'était un crime dans un monastère. Le pendule de Foucault, c'est l'obsession du complot. Baudolino, c'est comment produire de l'histoire vraie en racontant de mensonges. La reine Loana, comment reconstruire sa propre mémoire sur la mémoire objective d'une génération. Et l'île du jour de vent, c'est comment refaire l'histoire du monde dans la solitude. Les salsifis dansaient sans bruit, et le chou-fleur se trémoussait avec ardeur. Après mon premier roman, je me suis dit, probablement, je n'ai rien d'autre à raconter. J'ai mis là tout ce que j'avais dans la tête. Si je devais écrire un deuxième roman, parce que j'avais pris goût, donc, quelle serait l'idée? Et j'ai eu deux idées de choses que j'avais vues dans ma vie. L'une, c'était l'idée du pendule de Foucault. Je l'avais vu en 1950 à Paris. Ça m'avait touché beaucoup, cette image de cette chose qui oscillait et la terre tournait au-dessus de lui. Ça m'avait vraiment touché. Et l'autre image, c'était celle d'un jeune homme qui jouait la trompette aux funérailles de Maquisard. Un épisode qui m'était réellement arrivé. Et je raconte cette histoire dans le pendule de Foucault. Et j'ai l'impression de l'avoir raconté très bien. De façon que la redire comme ça, c'est une façon de la ruiner. Ça a été peut-être le moment le plus important, le plus métaphysique de ma vie, avec un rapport direct entre moi et l'infini. D'un côté, on écrit par le plaisir d'inventer une histoire. De l'autre côté, j'ai toujours soutenu, je ne suis pas de ces écrivains qui disent « j'écris pour moi-même ». Non, on écrit pour les autres, c'est évident. Tu n'écris pas pour donner au lecteur ce qu'il attend. Mais au contraire, le problème, c'est d'obliger le lecteur à vouloir ce qu'il n'attendait pas. Ça, c'est le problème de l'écriture. Donc de construire une sorte de filet dans lequel le lecteur doit tomber.
Certainement, l'ordinateur a changé la manière d'écrire dans deux façons fondamentales. L'une, la rapidité. Donc l'ordinateur te permet d'écrire à la vitesse de ton esprit. Deuxième, c'est la possibilité de corriger, qui à une certaine limite peut devenir dangereuse parce qu'on corrige trop. Comment tu travailles finalement? On a l'impression que tu picores. Je crois que tout le monde qui fait un travail intellectuel picore. Il y a seulement les imbéciles qui ne picorent pas. Oui. Ils sont autistiques, monothématiques, ils savent déjà tout. Ou ils continuent à lire le même livre comme source d'inspiration. Umberto, si je comprends bien, tu es en train de picorer la bande-son pour notre film. Grazie, je te remercie. Comme s'il avait besoin de l'alibi et de la fiction pour se dévoiler, c'est avec le 5e roman, vers ses 75 ans, qu'Umberto Eco nous a enfin ouvert la porte la plus personnelle de son œuvre romanesque. La mystérieuse flamme de la reine Loana. Yambo, le narrateur et l'alter ego d'Umberto, sort amnésique d'un coma profond. D'abord ne lui reviennent que ses lectures passées. J'ai ici beaucoup de livres de mon enfance. Cette série-là. C'est à travers les livres de son enfance qu'il espère retrouver le fil de sa mémoire en ruine. Je voulais raconter une histoire qui me permettait d'employer tous mes bandes dessinées, tous mes chansons, toutes les choses de mon enfance. Et j'en ai encore autant. Voilà. L'influence des romans d'Emilio Salgari, qui en français ne sont pas connus, mais qui était notre Jules Verne, si tu veux. Questo e apriglielo. Tu dois voir là qu'il y a la date 32. Et ça, au contraire, sont ceux de lorsque j'avais 4 ans. Je trouve que ça c'est mieux parce que ça c'est ce qu'il a vu. On regarde en bas. Donc j'ai commencé à recueillir toutes ces choses, et après j'ai commencé avec l'histoire. Au fur et à mesure que je l'écrivais, je me rendais compte que j'ai faisais exactement le contraire de Proust. Pas entrer dedans moi-même pour retrouver ma mémoire personnelle, mais tirer en surface une espèce de mémoire appartenant à tout le monde, à toute ma génération. La guerre. J'avais écouté à la radio le discours de Mussolini de la déclaration de guerra. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Je me souviens très bien du discours, des chansons qu'on chantait alors comme vincere, 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 vaincre, vaincre, vaincre. Vincere, vincere, e vinceremo in terra, cielo e mare. È la parola d'ordine d'una suprema volontà.
c'est plus difficile à bombarder en ville couverte par le brouillard. Donc on était un peu plus sûr que cette nuit-là, il n'y aurait pas de bombardement. C'est pour ça que je me trouve toujours à mon aise dans le brouillard. Tu te sens dans l'utérus maternel. Les autres ne peuvent pas te voir. Tu es défendu, protégé par les autres. J'ai passé mes 12 et 13 ans dans une petite ville qui était devenue l'épicentre de la résistance. Nizza Monferrato, c'était un endroit où, pendant l'été, il y avait les partisans. Après l'hiver, il y arrivait les Allemands, les partisans montaient dans la colline parce que c'était plus difficile de les rattraper. Alors il y avait les fascistes et les Allemands. Après, il revenaient les partisans. Et j'ai même assisté à des batailles. C'était un moment où les idées étaient très confuses. Parmi les enfants, on sympathisait pour le maquis, parce que le maquis, c'était des gens qu'on connaissait. Ça, c'est l'histoire de Bruno, si tu veux, je te la raconte. Bruno, c'était un copain de l'école primaire qui m'enseignait deux choses. L'existence de la différence sociale et la rébellion au pouvoir. Bruno était pauvre, c'est évident. Ses habits, c'était plein de taches. Sa tête était rasée avec des cicatrices de croûtes, de choses que les enfants pauvres avaient à l'époque. Tous les samedis, on était obligé de se mettre en uniforme et à participer aux cérémonies fascistes, parce que tout enfant était en balilla, chemise noire, foulard bleu. Et parfois, pendant ces exercices, il y avait la cérémonie du serment. Je jure d'obéir aux ordres du Duce, c'est-à-dire de Mussolini, un serment solennel avec lequel on s'engageait à donner sa vie pour le régime et pour la patrie. Et à la fin du serment qui était prononcé par le chef, là, tout le monde devait lever la main dans le salut romain et dire « Lo giuro », je le jure. Et Bruno, qui était à côté de moi, en lieu de « Lo giuro », a dit « Arturo ». Arturo. Dans le bruit général, personne ne s'apercevait qu'il n'avait pas dit le jour. Moi seulement, je l'ai entendu. Mais il se refusait de prononcer le serment. Probablement, il appartenait à une famille antifasciste de ces ouvriers un peu socialistes ou anarchistes. Mais en tout cas, il m'a donné l'image de la rébellion, du refus. Le premier refus que j'ai entendu dans ma vie. Dans l'Oana, je raconte une histoire d'une composition que j'avais écrite vers 10 ans, lorsque j'étais encore dans la 5e école primaire avec le maître fasciste, qui était une espèce d'hymne à Mussolini, à la lutte, à la guerre, à mon envie de mourir pour la patrie, etc. Ça veut dire que dans les premières 5 années, j'avais eu le maître fasciste qui nous imposait toujours. En commençant le nouveau cycle, il y avait une professeure d'italien délicieuse, très intelligente, toute la classe l'adorait, et qui nous encourageait à écrire des espèces d'histoires biographiques, notre vie, etc., mais rien de politique. Voilà, il y avait cette île où il y avait magiciens et tous les villes de l'île avec des noms très curieux, Korobi, Chonkono, Fotaji, Ingo, Klubu. Avec des personnages. Ce sont le ministre de l'île, Togo, le ministre de la guerre, Tuponak, le ministre de forêt, Biti, le ministre du trésor.
Tchibostok, le ministre de l'armée, et le gouverneur de ville, Bek Bok Buk Bak Bik Bluk Blak Blok Ber Taf. Ça veut dire que voilà, dans l'espace d'une été, en présence d'une guerre qui déjà commençait à devenir un peu lourde, en 1942, et même un enfant commençait à changer totalement de perspective, d'éthique, d'idéologie, pour ainsi dire. Dans Loana, dans ce livre qui a l'air d'être autobiographique, et il est au 30%, il y a là cette idée de cet amour platonique au temps du lycée que je n'avais pas eu le courage de confesser. Donc la fille n'a jamais su cette histoire. Et vers la fin de ma vie, je me suis dit, un jour je dois la retrouver et lui raconter l'histoire. Et un jour j'ai su qu'elle est morte. Et peut-être que l'idée de Loana m'est venue de cet sentiment de l'impossibilité de raconter l'histoire. Donc, il a été une histoire ratée ou laissée en suspense. Et alors, ça me donne la sensation de quelque chose d'inaccompli. L'âge de 12 à l'âge de presque 20 ans, j'ai eu une participation à la vie religieuse. Et comme je dis que je ne suis pas de ceux qui ne veulent plus se souvenir d'une fille qu'ils ont connue auparavant, mais au contraire, je veux maintenir des contacts avec elle, dans la même mesure, je ne suis pas de ceux jeunes amis qui se trouvent dans cette situation qui nient le fait d'avoir eu une expérience religieuse. Comme ça, il dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour moi, non, je l'ai eu, j'en parle souvent, et je continue, avec tous mes critiques, à maintenir un rapport, je voudrais dire, sentimental, avec un monde qui a été le mien. Le Moyen-Âge, c'est la route par laquelle j'ai abandonné ma foi. Si tu veux, mon premier livre, j'ai commencé mes travaux sur la philosophie du Moyen-Âge lorsque j'étais encore lié aux organisations catholiques. Et je finis ma thèse que j'étais en train de m'éloigner. Donc, je pense que ça a été vraiment le bain dans le Moyen-Âge qui m'a permis, pour ainsi dire, d'objectiviser, d'éloigner tout cet univers-là, que j'ai étudié avec beaucoup d'amour et de compréhension, mais puisque mon effort en tant que savant, c'était de comprendre cette époque dans son cadre, pas d'essayer de démontrer qu'elle était contemporaine ou quoi. Et ça m'a porté vraiment à, pour ainsi dire, faire une espèce de travelling en arrière, de mettre le Moyen-Âge là, avec tout le respect et l'amour, mais ce n'était plus moi. Je vois ici qu'il y a le manuscrit de ma thèse sur l'esthétique médiévale et de l'œuvre ouverte. Ça, ce sont les manuscrits du chapitre sur Joyce. En même temps que je faisais ma thèse sur le Moyen-Âge, j'étais très intéressé au problème des avant-gardes. Un point de rencontre a été les portraits de Joyce, qui est le commencement de la littérature expérimentale de ce siècle, où Joyce raconte de ses études médiévales et ses idées sur saint Thomas d'Aquin.
Après sa thèse et la découverte de James Joyce, tout se cristallisera en 1954 autour de son premier travail à la télévision italienne. Eco sera aux premières loges pour poser son regard d'intellectuel sur une télévision naissante. La RAI le mettra en contact avec la communication de masse et la culture populaire, mais aussi avec la musique expérimentale. Je me dis une fois, pour rigoler, je connais le Moyen-Âge directement, tandis que je connais mon temps seulement à travers l'écran de la télé. À l'étage supérieur, il y avait le laboratoire de musique électronique. Le laboratoire était dirigé par Luciano Berio et Bruno Maderna, les plus grands musiciens contemporains, et il venait là des autres musiciens comme Boulez, comme Pousseur, comme Stockhausen. Je me suis trouvé au milieu de toutes les discussions sur la musique sérielle et la musique contemporaine. Dans le laboratoire de phonologie musicale de Berio et Maderna, on avait essayé de comprendre si ce qu'ils appelaient phonologie musicale avait quelque chose à voir avec la phonologie de la linguistique. Et alors je dois dire que en 1955-56, je trouvais là pour la première fois soit le cours de linguistique générale de Saussure, soit les principes de phonologie de Trubetskoy. Et les deux copies que je te montre, ce sont celles qui étaient là et que je volais. C'est pour dire que déjà à l'époque, dans les milieux de musiciens comme Berio, etc., on essayait d'affronter tous les grands problèmes des sciences humaines. Et c'est pour ça que je vais te montrer maintenant ce premier numéro de Incontri Musicali où ont paru la polémique de Nicolas Ruvé contre le langage sériel, l'aléa de Boulez, qui a été un texte fondamental, la réponse à Ruvé d'Henri Pousseur, mon article, le premier sur l'œuvre ouverte, et la première Lecture on Nothing de John Cage, tu vois, et oui, Luciano Berio, évidemment. Et c'est comme ça que tu es devenu ami avec Luciano Berio? Oui, parce qu'ils avaient le studio à 3e étage, moi j'avais mon bureau au 1er étage, et on a commencé à se connaître, alors j'étais toujours là chez eux. Après, lui et sa femme, Cathy Berberg, habitaient à 100 mètres d'où je vivais, donc on a commencé à vivre ensemble, à dîner tous les soirs ensemble. Vous avez écrit des choses ensemble? Mais on a fait des expériences, par exemple, une chose qui s'appelle Hommage à Joyce, une composition de Berio qui a commencé comme une expérience commune qu'on a fait en lisant Joyce dans 4 langues différentes, et après il mettait ça sur ses machines, il mêlait, etc. Je lui ai donné quelques textes pour faire de ces compositions, mais tu sais, donner des textes à Berio, c'était un acte suicide, parce qu'il les coupait, il prenait des parties qui lui servaient musicalement, il s'en fichait bien de ton texte. Et pour Cathy Berberian, est-ce que tu étais lié à Strip City? C'est moi que j'ai suggéré de faire une composition en utilisant les onomatopées des bandes dessinées. Alors, je suis allé dans ma collection, j'ai mis ensemble une centaine d'onomatopées des bandes dessinées, je les ai données à Cathy qui après a fait un chef-d'œuvre. Boum boum, blum blum, sigh, dum dum dum. Sempre libera di Dio. She's got a ticket to ride. She's got the weather tomorrow must be cloudy. So, knock knock.
Oh, smack! Bang. À travers tout ça, j'ai trouvé une façon d'étudier avec une méthode unifiée soit les problèmes de l'art contemporain, soit les problèmes de la communication des masses. Et ça, c'est la sémiologie ou sémiotique. Les instruments de la sémiotique me permettaient de voir les deux phénomènes comme deux aspects d'un même problème principal, le problème de la signification et de la communication. Mais ça, c'est trop difficile pour le raconter. Il m'a fallu 40 ans de travail pour y comprendre quelque chose, et je ne peux pas, dans 5 minutes, raconter tout. Mais il y a aussi une porte là, s'il faut faire le tour de toutes les portes, comme... On pourrait dire qu'Umberto a deux amours, sa patrie et Paris. Et Paris le lui rend bien. En 2009, c'est le musée du Louvre qui lui rend hommage autour du thème « Les vertiges de la Liste ». Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux pour recevoir Umberto Eco, qui est le 5e grand invité du Louvre. On ne présente plus Umberto Eco, écrivain dont l'éclectisme donne le vertige. Lorsque mon fils n'avait pas encore 1 an, je lui avais écrit pour Noël une lettre. On la trouve en français dans mon livre Pastiche et Postiche, où je lui disais que pour qu'il devenait un bon pacifiste en ayant en horreur la guerre, je lui aurais, dans les années de son enfance, donné des jouets guerriers. Parce que les enfants doivent donner libre cours à leur agressivité en jouant. Alors, je t'offrirai des fusils à double canon, à répétition, des mitraillettes, des bazookas, des sabres, des armées des soldats sur les pieds de guerre, des châteaux avec des ponts-levis, des forteresses assiégées, des casemates, des poudrières, des cuirassés, des avions à réaction, des mitrailleuses, des poignards, des revolvers à barillet, des colts, des Winchester, des rifles, des chasse-peau, des gardes, des ouvriers, des Nottingham, des bombards, des oiseaux. Dans tous mes livres, sauf peut-être Le nom de la rose, il y a toujours Paris. C'est simplement parce que je me trouve très bien à Paris, que comme Italien, je suis piémontais, et donc toute l'Italie du Nord-Ouest était presque de langue française. J'ai enseigné dans plusieurs endroits, oui, le collège, etc., l'école normale. Je fais des conférences. J'avais rencontré Roland Barthes, que d'ailleurs je connaissais déjà. Donc j'avais déjà lu, évidemment. Barthes a eu une influence remarquable sur ma carrière universitaire et de chercheur. Un jour, j'ai pris un pied-à-terre rue Saint-Sulpice. J'étais intéressé à ces rues-là et je me suis aperçu qu'en 1625, c'était l'endroit où se passait le début de 3 mousquetaires. Dans mes conférences sur 6 promenades dans les bois du roman, il y a un chapitre sur l'étrange cas de rue Servandoni.
1625, c'est le début de Trois Mousquetaires. D'Artagnan arrive à Paris, il va habiter rue des Fossoyeurs. J'ai reconstruit ici le plan comme il pouvait être en 1625, et il n'y avait pas encore place Saint-Sulpice, évidemment, mais Porthos habitait rue du Vieux-Colombier, Athos habitait rue Ferroux, et lorsque D'Artagnan arrive à Paris, il va habiter rue des Fossoyeurs. Ouais, rue des Fossoyeurs. Mystère. Et un soir, en pensant à Constance et à son amour, il fait une longue promenade à travers rue de Chasse-Midi, comme il s'appelait alors. Il côtoie rue de Carme, il passe à travers rue Messières, comme il s'appelait à l'époque. Et il passe probablement par rue du Canivet et il découvre que Aramis sortait de sa porte au coin de rue Servandoni. Ok, pourquoi pas. Mais il y a un petit problème, c'est que Servandoni a construit l'église de Saint-Sulpice un siècle après, et la rue a été appelée comme ça seulement au XIXe siècle. Donc Aramis ne pouvait pas habiter rue Servandoni. Rien, ok, Dumas s'est trompé. Mais il y a un autre problème, que ce qui est aujourd'hui rue Servandoni, à l'époque c'était rue de Fossoyeurs, où habitait D'Artagnan. Donc D'Artagnan habitait la même rue d'Aramis, mais il ne le savait pas. C'est très étrange. J'ai découvert que probablement Servandoni s'appelait rue des Fossoyeurs de Canivet à Saint-Sulpice, ma rue du Pied de Biche après. Alors probablement D'Artagnan habitait rue des Fossoyeurs, Aramis rue du Pied de Biche. Mais comment D'Artagnan n'avait pas compris que Aramis habitait exactement à côté de sa propre maison? Mystère. À part l'amusement, le problème, c'est le problème du lecteur. Dans quelle mesure le monde narratif doit être complet et vrai comme le monde réel? Faisons un exemple. Si on disait au lecteur que D'Artagnan avait croisé rue Bonaparte, tout le monde dirait, mais il y a quelque chose d'étrange parce que Bonaparte ne pouvait pas exister à cette époque. Alors le monde narratif doit prendre forme par égard à la compétence du lecteur. Et dans la fiction narrative, je te demande de croire qu'il existait un personnage comme D'Artagnan ou le petit chaperon rouge. Tu sais très bien qu'ils n'ont pas existé. Je fais semblant qu'ils ont existé. Tu fais semblant de me croire. Coleridge parlait de la suspension of disbelief. C'est la suspension de l'incrédulité. Parce que je te raconte, il y avait autrefois une jeune fille qui s'appelait le petit chaperon rouge. Et tu me dis, non, c'est impossible que le loup parle, c'est fini, on ne raconte plus rien. Donc tu dois arrêter ton incrédulité et faire semblant de me croire. Ça, c'est la fiction narrative. J'ai accompagné Umberto, toujours à l'affût de la perle rare pour sa collection atypique de livres anciens. Il n'était pas content quand je l'ai traité de bibliomane. Pour les libraires experts de son quartier parisien, c'est un bibliophile reconnu. Vous êtes en train de tourner? Oui. Alors je dois saliver sur ce... Vous devez tourner les pages et avoir l'air intéressé. Voilà, il faut voir les deux couleurs. Je crois que les pages en rouge et noir sont à la fin. Hein. Oui. Ben, maintenant, et vous ne tombez pas dessus, ah, voilà, qu'il y avait une volvaine. Et alors, il me manque seulement maintenant le Ars Magnesia, et après je tout. Après, vous aurez tout. Pas les opus magneticum, oui. Non, Ars Magnesia. Oui. Puisque je n'ai jamais eu le bonheur de voir vos livres, cher Umberto, est-ce que vous pourriez me dire un peu ce qu'elle contient, cette bibliothèque secrète? Mais j'ai quelques livres que je considère beaux, par exemple, une des premières éditions de la Divine Comédie, etc. Mais parce que c'est beau. Mais
la collection base est Biblioteca Semiologica Curiosa Lunatica Magica et Pneumatica. Oui. Donc, pour m'expliquer avec un libraire, je dois dire sciences occultes. Oui. Mais ce n'est pas exactement comme ça, parce que, par exemple, j'ai tous les langages imaginaires inventés, qui n'ont rien à voir avec les sciences occultes, mais j'ai, par exemple, des livres de sciences. Donc, un des titres est lunatique, des livres de sciences pourvu qu'ils soient faux. Donc, je n'ai pas Galilée, parce qu'il disait la vérité, mais j'ai Ptolémée, parce que le pauvre s'était trompé. Et donc, si par faux, nous entendons des livres qui disent le contraire de la vérité, disons, puisqu'ici il y a des livres anciens, et la vérité procède lentement, on pourrait dire que les 80% des livres qui sont ici sont faux. Absolument. Le faux est au centre de sa pensée. Pourquoi le faux est-il un si puissant moteur de l'histoire? Eco y réfléchit dans le dédale des rues du quartier Maubert, où se déroule l'histoire explosive de son 6e roman, Le cimetière de Prague. Le titre du roman fait référence à une prétendue rencontre qui aurait réuni au cimetière de Prague vers la fin du 19e siècle les représentants des 12 tribus d'Israël pour préparer la domination du monde. Ce n'est pas la première fois que Eco s'affronte à la production du faux et à la paranoïa du complot dans l'histoire. Ce thème obsédant apparaît dans plusieurs de ses livres. J'étais toujours obsédé par le plus important des faux, c'est-à-dire celui qui a eu le résultat le plus tragique, c'est le protocole des sages de Sion, que comme il est tombé dans les mains de Hitler, il a produit ce qu'il a produit. Les protocoles des sages de Sion parlent d'un complot universel, le complot universel des Juifs. Les protocoles, ils ont été démontrés faux en 1921 par le Times, et depuis ça, on a continué à les prendre au sérieux, les imprimer. Je ne parle pas du monde arabe où on les vend dans tout coin, mais même ici, je peux t'indiquer 2 ou 3 librairies à Paris où tu peux le trouver. Et un jeune homme ou une jeune femme qui va pousser un bouton sur Internet, il trouve toutes ces choses-là et sans savoir si sont vraies ou fausses. Et je suis fasciné par le mensonge parce que je suis un sémoticien, je m'occupe de et des langages. Et la force du langage, ce n'est pas celle de pouvoir dire ce qu'il y a là, mais c'est celle de pouvoir dire ce qu'il n'y a pas. Ce qui m'a toujours réellement fasciné, ce n'est pas la méchanceté de ceux qui commettent le crime, mais la stupidité de ceux qui les suivent. Même dans mon roman, la tragédie, ce n'est pas tellement qu'il a existé un personnage comme Simonini, et il en existe beaucoup, même aujourd'hui, mais qu'un faux comme celui qui l'a produit a été cru et pris au sérieux. Et donc, mon problème, ce n'est pas qu'il y a eu Mussolini ou qu'il y a Berlusconi, qui sont des choses différentes, mais qu'il y a eu les Italiens qui les ont pris au sérieux. La haine est généreuse. C'est un peuple entier qui peut haïr un autre peuple. Elle rassemble des communautés contre des autres communautés. C'est pour ça qu'on se maintient au pouvoir, pas en prêchant l'amour, mais en encourageant la haine. C'est pour ça que le peuple se massacre. Umberto Eco nous appelle à la vigilance. Avoir grandi sous le règne du fascisme leur a rendu attentifs à toute forme de dictature. Il nous rappelle qu'il faut se méfier du sommeil de la raison qui engendre des monstres, car le monstre pourrait encore être parmi nous.
Umberto Eco est né la nuit du 5 au 6 janvier 1932, pendant une belle nuit d'hiver, avec pratiquement dès la tombée de la nuit, vers l'horizon sud de la constellation d'Orion, et puis l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius, qui était resplendissante. Tu te rappelles, Umberto, qu'à la fin de tes 6 promenades dans le bois du roman et ailleurs, tu décrivais un ciel extraordinaire qui t'a donné l'impression d'être réuni avec tes commencements. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu les ciels de la nuit de ma naissance, que je n'avais pas vu, évidemment, et pas même ma mère qui était épuisée pour eux. Peut-être mon père, un peu émotionné, il était sorti sur le balcon ce soir-là pour dominer son émotion, et il a vu ce ciel. Et donc, je crois, à ce moment-là, d'avoir été le seul être humain qui a vu le ciel de sa naissance. Et c'était très émouvant, se retrouver avec sa propre origine. Tu as aujourd'hui 80 ans. À quoi tu penses quand tu penses à la fin de ta vie? Lorsqu'il y a la mort, nous ne sommes plus là. Donc, je ne me préoccupe pas de ce moment-là. L'homme, c'est le seul animal qui rit. Non, mais c'est seulement l'homme qui sait qu'il doit mourir. En étant le seul qui sait qu'il doit mourir, je crois qu'il est le seul qui a inventé les rires pour en sortir. Pour ne pas se prendre trop au sérieux. Dans un instant, La rivière Tumen. Un film en gris bleu, une histoire d'amitié dans une région oubliée des hommes et des dieux, aux frontières de la Corée du Nord. À voir. la 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 la